Donc merci aux organisateurs de m'avoir fait la gentillesse de m'accueillir ici pour vous présenter ce petit texte économique de Marx que j'ai coédité avec Henny Blom. Et gentillesse qui s'accompagne d'un clin d'œil du hasard, puisque, vous le savez, cette séance intervient l'année du centenaire du Capital, du 150aire du Capital, mais aussi du 200aire des principes de Ricardo et aussi du 250aire des principes de l'économie politique de James Stuart, dont vous savez sans doute l'importance qu'il a eue pour la pensée économique de Marx. Et avec le centenaire de la Révolution russe, c'est aussi en un sens la postérité historique du Capital qui est célébrée cette année. Or, cette occasion de vous présenter ce manuscrit me met d'autant plus à l'aise avec l'exercice à la fois convenu et révérencieux de la commémoration qu'il ne concerne pas exactement le Capital, mais le Capital dans sa phase, je dirais même pas d'accouchement, mais de grossesse. Et j'ajouterais de grossesse prématurée, puisque ce manuscrit, rédigé 5 ans avant la publication du livre 1, constitue le matériau initial de ce qui deviendra bien plus tard le livre 3, édité par Engels en 1894. Et comme la plupart des idées du livre 3 est contenue dans les quelques 80 pages de ce manuscrit, c'est d'un vrai petit avorton qu'il sera question aujourd'hui. Pourtant, je vais tâcher de vous convaincre que ce ragotin contient tout de même les gènes assez solides de la conception d'ensemble de la production capitaliste que Marx expose dans le livre 3, mais aussi qu'il contient, dans des formules concises et frappantes, quelques idées qui, non seulement demeurent essentielles à l'examen des enjeux de la crise actuelle du capitalisme, mais qu'il en tire des conséquences oubliées ou ignorées de bon nombre d'analyses marxistes de cette crise. Je vais donc procéder de la manière suivante. Je vous présenterai dans un premier temps le manuscrit, après avoir précisé la place qu'il occupe dans l'œuvre de Marx, autrement dit dans l'élaboration et le plan du livre 3. J'évoquerai ensuite les choix de traduction qui ont présidé à cette édition, et plus particulièrement le choix de revenir à plus-value plutôt qu'à survaleur pour traduire mer verte. Après quoi j'aborderai le contenu du manuscrit en insistant sur 3 aspects qui se dégagent assez nettement de la lecture de ce texte. Premier aspect, c'est la signification profonde des catégories de l'économie politique, et j'entends les catégories de l'économie politique telles qu'elles ont encore cours aujourd'hui dans la science économique, ou en tout cas dans ce qui reste de science économique. La place du capital financier dans le procès d'accumulation du capital et l'importance du rôle des moyens de production dans les crises et leurs conséquences sociales et politiques. Commençons par identifier ce texte au sein du corpus économique de Marx. Il est tiré des manuscrits de 1861-63, dont la majeure partie de ces manuscrits compose ce qui a été publié sous le titre de Théorie sur la plus-value, et qui sont considérés comme le livre 4, en réalité, du Capital, et qui sont consacrés à l'exposé des doctrines économiques avant Marx. Ce texte comprend en réalité le cahier 16 et une partie du cahier 17 de ces manuscrits, mais il se situe non pas entre 2 chapitres des théories sur la plus-value, mais en fait au milieu d'un long chapitre consacré au capital marchand, c'est-à-dire au capital commercial et au capital financier. Ce qui est devenu, cette partie sur le capital marchand, qui deviendra ensuite l'objet de la section 4 du livre 3. Le cahier 16 en particulier s'intercale dans l'exposé du capital marchand comme un brusque intermède qui fait apparaître qu'au moment de son écriture, en décembre 1862, Marx, pour la première fois, conçoit clairement l'enchaînement des catégories et lois économiques du livre 3. 2 raisons le laissent penser. La première, c'est par son intitulé. Ce cahier 16 s'intitule effectivement « Chapitre 3, Capital et profit ». Ensuite, parce que Marx a cru bon d'ajouter au crayon, en tête du manuscrit, la mention « Heft ultimum ». En français, c'est « cahier final », « cahier ultime »,
qui laisse entendre qu'il s'agissait bien d'une esquisse définitive du livre 3. Et en effet, on peut dire que dans ce cahier se trouvent condensées toutes les idées fondamentales de cette troisième partie du Capital, ou pour être plus précis, toutes les catégories et lois nécessaires à l'intelligibilité du procès d'ensemble de la production capitaliste. Autrement dit, tous les aspects des 3 premières sections du livre 3, puisque les sections 4, 5 et 6 sont consacrées aux différentes formes de la plus-value associées au secteur du commerce, de la finance et de l'agriculture. Quant à la section finale, la section 7, elle expose les différentes formes de revenus et analyse comment les catégories associées à ces revenus semblent se détacher de tout rapport avec la production de plus-value par le travail. Ce cahier 16 nous offre donc le premier manuscrit où ces idées sont exposées d'une manière systématique. Il est vrai que dans les Grundrisse, déjà, Marx avait esquissé bon nombre d'aspects de ces premières sections du livre 3, mais dans le désordre, et il contenait encore beaucoup de confusion, notamment sur la différence entre coût de production et prix de production, sur la place du capital fixe dans le calcul des coûts, etc. Mais dans le cahier 16, Marx eut pour la première fois l'ordre des étapes de la formation du taux général de profit avant d'analyser les différentes causes à l'origine de la tendance à la baisse du taux de profit. Autre aspect qui montre bien son évolution, les Grundrisse, sans doute, examinaient déjà comment la transformation de la plus-value en profit sépare cette plus-value de son origine dans le travail et semble tirer son origine indistinctement de toutes les parties du capital avancé, mais c'est dans le cahier 16 que Marx expose les moments de ce processus de mystification. On y reviendra. Alors, on sait que Marx a commencé la rédaction du livre 3 à la fin de l'été 1864, moment où il achève la préparation des manuscrits du livre 1. Elle se poursuit jusqu'en 1865, où il reprend le travail sur le livre 1. Or, pour la rédaction du livre 3, il dispose déjà de nombreux matériaux. Le cahier 16, intitulé donc « Capital et profit », mais aussi toutes sortes de développements contenus dans les théories sur la plus-value, à propos du profit moyen, des coûts de production et des différentes formes de la plus-value, profit industriel et commercial, intérêt, rente absolue et rente différentielle. Au départ, Marx avait en effet l'intention d'insérer certaines parties relatives à l'histoire des théories économiques au sein du livre 3 lui-même, comme il l'avait fait pour la contribution à la critique de l'économie politique avec les théories sur la valeur et la monnaie. Enfin, Marx disposait du texte sur le capital marchand que j'évoquais tout à l'heure et qui est donc lui aussi tiré des manuscrits de 61-63. Alors, je voulais vous montrer, mais bon, des difficultés techniques ont fait que ce n'est pas possible ou difficile, mais vous montrer le plan qui est celui du manuscrit de 1862, avec le plan retenu finalement pour le livre 3. Mais je me contenterai de signaler 3 modifications d'importance entre les deux plans. D'abord, le chapitre sur l'histoire des théories du profit et des coûts de production est éliminé, car en 1965, Marx prévoit de consacrer un livre à part entière aux théories sur la plus-value. Ensuite, la rente absolue, dont l'analyse intervenait juste après l'histoire des théories sur le profit comme illustration de la différence entre valeur et coût de production, est désormais traitée isolément comme étant l'expression de l'essence de la propriété foncière dans le système de production capitaliste. Et enfin, après avoir considéré ensemble le capital marchand, plutôt le capital commercial et le capital porteur d'intérêt, Marx décide de les analyser séparément dans 2 chapitres différents. Ainsi, le capital marchand constitue la section 4 du livre 3 et le capital porteur d'intérêt la section 5. Alors, puisqu'on est dans un séminaire d'édition, quelques mots sur le texte lui-même. Il se présente, je le disais, comme un manuscrit de 80 pages environ, qui a subi pas mal de dégradations, dues au temps et surtout à l'humidité.
si bien que le texte se trouve parsemé d'un nombre assez important de lacunes. Alors on a tâché de les combler dans la mesure du possible, et pour celles où cela n'a pas été possible, on les a signalées de 3 petits points entre crochets. Bon, heureusement, ces lacunes n'affectent pas l'intelligibilité du texte. En réalité, la plupart d'entre elles touchent de longs et assez pénibles calculs qui, comme toujours dans les manuscrits économiques de Marx, sont truffés d'erreurs arithmétiques. Mais comme toujours, ces erreurs sont minimes au regard de leur signification économique. Pour la traduction, on s'est appuyé sur une reproduction du manuscrit que l'Institut Marx Engels de Moscou nous a fait parvenir, mais aussi sur la transcription de la nouvelle édition Marx Engels Gesamtausgabe, et incidemment sur la traduction en anglais des Collected Works de Marx et Engels. Alors, comme vous le savez sans doute, l'écriture de Marx est particulièrement difficile à déchiffrer. On dit que Engels a consacré 5 années à former Kautsky pour l'édition des écrits non publiés de Marx. Particulièrement difficile à déchiffrer au point que l'édition allemande elle-même comporte un très grand nombre de variantes au texte qui est proposé. Or, sur certaines parties mal déchiffrables, les éditeurs allemands ont opéré des choix qui nous ont paru problématiques, car donnant lieu à des incohérences soit sémantiques, soit syntaxiques. On a donc pris l'initiative de les modifier, et ce grâce notamment aux outils de lecture des scans qui permettent de grossir le texte et au fond de déchiffrer et de deviner plus aisément les pattes de mouche couchées par Marx sur le manuscrit. Bon, pour ce qui est de la traduction, si vous avez l'ouvrage entre les mains, je vous laisse libre de juger de sa qualité, mais je crois malgré tout que cette édition est sensiblement plus fidèle à l'original que les éditions allemandes et anglo-saxonnes. Alors, à propos des choix de traduction, justement, je voudrais justifier 2 d'entre eux qui font aujourd'hui encore l'objet de discussions. Nous avons choisi en effet de traduire process par procès et non par processus, et mer verte par plus-value et non pas par survaleur. Alors, tout d'abord, pourquoi procès ? Pour 2 raisons. Sans doute, processus, qui est la forme latine de procès, n'a plus le caractère pédant que Marx déplorait dans l'édition française du livre 1, et au fond, elle est rentrée dans le langage courant aujourd'hui. Mais d'une part, le terme procès est lui aussi entré solidement dans le vocabulaire du marxisme, et même plus généralement dans celui des sciences sociales. Et comme le terme procès est défini dans les dictionnaires français comme un synonyme du processus, il nous a paru inutile de le remplacer par processus. De plus, cette traduction permet, je crois, de faire la distinction entre un processus qui se répète périodiquement, procès de travail, procès de production, etc., et un processus qui, en se poursuivant indéfiniment, donne lieu à des transformations durables, comme lorsqu'on parle de processus historique, par exemple. Donc je crois que cette distinction, même à l'intérieur du corpus de Marx, n'est pas inutile à maintenir, à préserver. Quant à mer verte, pourquoi être revenu à plus-value alors que la traduction de Lefebvre s'est peu à peu imposée dans une bonne partie du marxisme français ? Il y a ici plus de raisons encore. Il faut noter tout d'abord que survaleur ne s'est guère imposé partout et qu'il a encore fait grand usage de plus-value dans la littérature marxiste contemporaine. Plus généralement, c'est bien l'usage de plus-value qui a prévalu tout au long de la période où le marxisme a connu sa plus grande vitalité en France, c'est-à-dire entre la fin des années 50, début des années 60 et la fin des années 70. Je dirais même que survaleur, qui apparaît pour la première fois en 1983, c'est-à-dire l'année même du tournant de la rigueur en France,
est comme la marque non seulement d'un reflux du marxisme, mais de son repli sur soi, d'un rapport à soi désormais plus strictement académique et philologique. Comme si, avec le vocable survaleur, le marxisme se retournait sur son propre discours après avoir tenté de pénétrer la pratique des masses. Et cet effet de repli se fait d'autant plus sentir lorsqu'on se rappelle combien Marx tenait à limiter autant que possible le discours jargonnant et les néologismes. Il faut rappeler qu'avec Mer verte, Marx entendait seulement combler un manque dans la langue allemande, qui, du fait de la faiblesse de la science économique en Allemagne, n'avait pas d'équivalent à surplus value en anglais et à plus-valeur ou plus-value en français. Mais ce qui était pour nous le motif déterminant de revenir à plus-value, c'est le vocabulaire de Marx. C'est le réseau syntagmatique du texte lui-même. Rappelons que, littéralement, Mehrwert, Mehrarbeit, Mehrprodukt se traduisent par plus valeur, plus travail, plus produit. Or, dans le manuscrit comme dans le Capital, Marx fait un usage indifférent des expressions Überarbeit et Mehrarbeit. Il écrit Überproduktion pour surproduction et Mehrprodukt pour surproduit. En revanche, jamais il n'écrit Überwert pour surproduction, pour survaleur, peut-être une fois, et justement c'est la seule fois où nous avons traduit par survaleur. Alors Lefebvre pense que Roy aurait traduit Mehrwert, donc le Roy, le traducteur de Marx en français, aurait traduit Mehrwert par plus-value et Mehrarbeit et Mehrprodukt par surtravail et surproduit, parce que le premier existait en français, alors que les deux derniers mots allemands n'y avaient pas d'équivalent. Mais c'est bien surtravail et surproduit qui s'écartent de l'allemand, et au contraire plus-value qui traduit fidèlement le préfixe Mehr dans Mehrwert. De plus, assez bizarrement, Lefebvre ne trouve rien à redire à la traduction italienne, plus-valore, à laquelle il estime que survaleur correspond mieux que plus-value. Or, même si dans le manuscrit, le vocabulaire de Marx n'est pas encore bien fixé, il y a bien une différence conceptuelle entre le préfixe über et le préfixe mehr, entre sur et plus. Le premier renvoie bien à l'idée non pas d'une simple augmentation par rapport à une quantité donnée, mais d'un excès par rapport à une quantité nécessaire, d'un accroissement qualitatif, pourrait-on dire. Quand Marx parle de surtravail, c'est toujours par rapport au temps de travail nécessaire à la reproduction de la force de travail du producteur. De même, la surproduction, ça désigne toujours une production en excès par rapport aux besoins du marché. En revanche, la plus-value n'excède rien du tout. Elle ne désigne aucunement une quantité de valeur au-delà de ce qui est nécessaire. Elle signifie juste que la valeur capitale qui a été avancée dans l'achat de capital constant et de capital variable a bien été valorisée. Elle représente, autrement dit, la valeur en plus de la valeur avancée au départ. Car la plus-value ne se rapporte pas à la force de travail ou au travail proprement dit, mais à la valeur que représente la force de travail louée par le capitaliste. Et c'est par l'analyse du procès de travail et la décomposition de la journée de travail que l'on découvre que cette plus-value résulte du surtravail, c'est-à-dire, encore une fois, du travail réalisé au-delà du travail nécessaire à la reproduction de la force de travail. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, on pourra en rediscuter tout à l'heure. Alors, venons-en à présent au contenu lui-même des cahiers 16 et 17 des manuscrits de 61-63. Ce qui frappe à la lecture de ce texte, c'est l'importance de la dimension généalogique dans l'exposition des catégories et lois économiques de l'ensemble de la production capitaliste. Souvenez-vous qu'en introduction au premier chapitre du livre 3, Marx écrit ceci. Les formes du capital que nous allons exposer dans ce livre le rapprochent progressivement de la forme sous laquelle il se manifeste dans la société, à sa surface, pourrait-on dire, dans l'action réciproque des divers capitaux, dans la concurrence
et dans la conscience ordinaire des agents de la production eux-mêmes. C'est bien cet aspect qui prédomine dans cette première esquisse. C'est lui qui inspire l'enchaînement des catégories et des lois jusqu'aux analyses ultimes sur la baisse du taux de profit. Si j'insiste sur ce point, c'est justement parce que cet aspect a été presque totalement occulté du commentaire marxiste sur le livre 3. Le livre 3 du Capital est considéré comme le livre des économistes, non seulement parce que les économistes ont en fait moins lu le livre 1, mais surtout parce que seuls les économistes lisent le livre 3. Le malheur, c'est qu'ils l'ont lu en économistes, c'est-à-dire en chercheurs exclusivement préoccupés par l'aspect quantitatif des problèmes économiques. C'est pourquoi une grande partie de la recherche marxiste en économie s'est littéralement perdue, à mon sens, dans des défis, des questions, des querelles dont l'ampleur a été inversement proportionnelle à leurs enjeux théoriques et pratiques. Je pense en particulier au problème de la transformation des valeurs en prix de production, qui continue aujourd'hui encore à faire débat, il est vrai dans des cercles de plus en plus restreints. Or, non seulement il s'agissait d'un problème strictement économique, là c'est un lapsus, mathématique, qui a du reste donné lieu très tôt à des solutions, même si parfois ces solutions se sont faites au prix d'hypothèses assez restrictives, mais il était tout à fait clair pour Marx que le système des prix de production, dont je rappelle qu'il vient de Ricardo, ne représentait qu'une simple tendance vers laquelle tendent les capitaux sur un marché de concurrence pure et parfaite, comme on dirait aujourd'hui. En jetant un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire de ce débat, on ne peut manquer d'y voir un piège tendu par les économistes dits bourgeois, et Bombaverk en tête, pour discréditer le marxisme, alors même que ces mêmes économistes se débattaient pour leur propre compte et sans trouver de solution valable sur le problème de la justification économique même du profit, ou encore sur le calcul de la productivité marginale du capital. Je pense aussi, parmi les débats sur lesquels c'est un peu perdu le marxisme économique, le débat sur la loi de la baisse tendancielle du taux de profit et les données sur lesquelles s'appuyer pour fonder et expliquer cette baisse. Il est vrai que Marx fut le premier et peut-être le seul à donner une explication de cette loi en termes de composition du capital entre éléments objectifs et éléments vivants, entre capital constant et capital variable. Et les marxistes ont eu le mérite sur les autres de s'emparer de l'énorme masse de données disponibles et de tâcher de démontrer la validité de cette loi. Et ce, on va y revenir plus tard, en produisant des résultats plus que satisfaisants. Mais non seulement la loi elle-même ne vient pas de Marx, mais d'abord de Ricardo, et dans une certaine mesure déjà de Smith, mais de plus, on la retrouve sous diverses formes dans toutes les doctrines économiques ultérieures, sans exception, la théorie néoclassique, la théorie autrichienne, la théorie keynésienne et post-keynésienne, etc. Alors, dans l'analyse du taux général de profit qu'il développe ici, Marx aborde la transformation des valeurs en prix de production principalement en tant qu'étape du processus de mystification des catégories de capital et de profit dans la conscience des économistes et des agents de la production. Or, ce processus démarre avec la transformation de la plus-value en profit. Elle démarre donc avec la catégorie de profit lui-même, puisque le taux de profit rapporte la plus-value non à la partie variable du capital, avancé sous forme de salaire, mais à la totalité du capital avancé, et ainsi efface le rôle différent que les différentes parties composant le capital total jouent dans le procès de production. Or, ce mode de calcul qui rapporte la plus-value à la totalité du capital avancé ne se réduit nullement à une différence numérique. Il exprime en fait un rapport qui est caractéristique du mode de production capitaliste, où l'argent avancé en capital, quelle que soit sa forme, engendre nécessairement du profit. Bien plus, en masquant le rapport de la plus-value au travail vivant dans le procès de production, la catégorie de profit renvoie au capital comme à une chose qui semble non seulement exister de tout temps, mais qui fait du rapport de production capitaliste
un mode naturel d'organisation du travail social. De plus, dans sa forme même, le profit possède une fonction opératoire, puisque les différents taux de profit produits par les capitaux individuels déterminent la répartition de la plus-value entre les différentes sphères de production jusqu'à ce que s'établisse un taux de profit moyen égal pour tous les capitaux, quelle que soit leur composition organique. Or, dans ce taux de profit moyen, donc dans le taux de profit général, le profit ne diffère plus seulement de la plus-value dans sa forme, plus-value sur somme du capital constant et du capital variable et non pas plus-value sur le capital variable, mais aussi dans son contenu, dans sa substance même, puisque la plus-value que les différents capitaux s'approprient sous la forme du profit moyen est différente de la plus-value qu'ils ont réellement produite, même si à l'échelle globale, cette différence disparaît, puisque le taux général de profit est déterminé par le rapport de la plus-value totale à l'ensemble du capital social. Mais ce n'est pas tout, car le processus de circulation, donc de vente des marchandises, efface encore un peu plus ce souvenir de l'origine de la plus-value, dès lors que dans la circulation s'affrontent d'une part les capitaux entre eux, d'autre part les travailleurs et les marchandises, qui entrent dans des rapports de circulation simples, c'est-à-dire des rapports d'échange de marchandises contre de l'argent et de l'argent contre des marchandises. Dans ce processus, la plus-value semble encore plus se présenter comme un excédent du prix de vente de la marchandise sur ses coûts de production, ou même comme une espèce de tromperie mutuelle des capitalistes sur le marché, sans compter les phénomènes de rente. Or, ce sont ces phénomènes de la circulation que les économistes mobilisent comme preuve que le capital est une chose indépendante du rapport social, sous laquelle il est réellement capital, et source autonome de profit à côté du travail et indépendante du travail. Il y a là une inversion des rapports qui domine la représentation aussi bien du capitaliste que du salarié. Mais là où le capitaliste se sent à l'aise dans cette forme de conscience des choses, le salarié, c'est ce que pense Marx, par la position qu'il occupe dans ces rapports, est tôt ou tard conduit à résister à cet état de choses et par conséquent à dissoudre les représentations qui lui sont associées. En ce sens, il faut lire capital et profit comme la généalogie même des catégories économiques en cours, comme un véritable traité de démystification des formes de la pensée économique dominante. Mais ce que je voudrais faire apparaître devant vous aujourd'hui, c'est que ces formes et rapports mystifiés pénètrent jusqu'à une bonne partie de l'analyse marxiste elle-même, en particulier celle qui concerne la financiarisation de l'économie, ou comme disent les régulationnistes, le régime d'accumulation financiarisée. Pour le montrer, avançons un peu plus dans la genèse des catégories. Vous le savez, le taux général de profit se divise et se répartit à son tour en différentes catégories de revenus. Le profit industriel au sens strict, l'intérêt sur le capital de prêt et la rente foncière sur la location des terres. Puisque c'est la finance qui nous intéresse, regardons ce qui se passe du côté de l'intérêt et du taux d'intérêt. Mettons que le taux de profit moyen soit de 20%. Un individu qui dispose de 100 € détient donc le pouvoir d'en faire 120 €. S'il cède son argent à un autre qui l'utilise comme capital, il lui transmet le pouvoir de produire 20 € de profit et de recueillir une plus-value qui ne lui coûte rien, pour laquelle il ne paye pas d'équivalent. Si cet autre lui remet pour ce service, par exemple, 5 € par an, c'est-à-dire une fraction du profit qu'il réalise, ce qu'il paye là, c'est en fait la valeur d'usage des 100 €. Valeur d'usage de l'argent qui est de fonctionner comme capital, précisément. Le prix de cette valeur d'usage, c'est l'intérêt, qui n'est donc que la partie du profit que celui qui fait fonctionner le capital paye au propriétaire du capital au lieu de l'empêcher lui-même. L'argent est donc ici prêté et non pas vendu. Et il est prêté comme une marchandise, ou plutôt comme si le capital était une marchandise, ou encore comme si, en étant prêté comme capital, l'argent devenait une marchandise. Comme toute marchandise,
l'argent possède une valeur d'usage qui est, ici encore une fois, la propriété de pouvoir fonctionner comme capital et de produire, dans des circonstances normales, le profit moyen, et donc de lui revenir en quantité augmentée, en quantité accrue. Le prêteur cède donc son argent comme capital parce que, comme tel, il a la propriété, cet argent, de revenir à son point de départ, c'est-à-dire à l'emprunteur qui l'a fait fonctionner comme capital et peut donc ainsi le restituer au prêteur. Mais si l'argent possède une valeur d'usage comme les autres marchandises, sa valeur d'échange se détermine suivant des lois tout à fait différentes de celles des marchandises ordinaires. Car ici, à la différence des autres marchandises, il n'y a pas de loi de la valeur autour de laquelle gravite le prix de l'argent. Il n'y a pas de prix d'équilibre de la monnaie. Ou ce qui est la même chose, il n'y a pas de taux d'intérêt naturel. Ici, la seule loi qui prévaut, et Keynes l'avait à sa manière énoncée, c'est la loi de l'offre et de la demande de monnaie. Autrement dit, il n'existe pas de partage entre l'intérêt et le profit d'entreprise, excepté celle qui est dictée par la concurrence entre offreurs et demandeurs d'argent. La seule limite aux variations du taux d'intérêt, c'est le taux général de profit lui-même, puisque l'intérêt n'est en fin de compte qu'une partie du profit que le capitaliste industriel doit payer au capitaliste financier. Pour le capitaliste industriel, l'intérêt apparaît comme le produit propre du capital en tant que capital, du capital éloigné du procès de production, du capital qui ne travaille pas, alors que le profit d'entreprise, c'est le produit du capital en activité. Et cette distinction entre l'intérêt et le profit d'entreprise correspond bien aux faits eux-mêmes, puisque une partie du profit brut afflue sous la forme d'intérêt dans le secteur bancaire et financier, alors qu'une autre est retenue par l'entreprise comme ce qui lui revient une fois déduits les intérêts du capital emprunté. Et même lorsque le capital est issu des fonds propres de l'entreprise, le capitaliste divisera dans sa comptabilité son profit brut en intérêt du capital et en profit d'exploitation. Mais ce qui est caractéristique de cette division, c'est non seulement qu'avec l'intérêt, le capital se transforme en un pur fétiche qui engendre automatiquement de la valeur, en ne laissant aucune trace de l'opération à l'origine de la valorisation, mais c'est aussi et surtout que le capital porteur d'intérêt, le capital financier, désormais s'oppose au capital productif, au capital industriel. Dans ce partage du profit brut en intérêt et en profit, s'affrontent non plus les travailleurs et les capitalistes, mais désormais les capitalistes industriels et les capitalistes financiers. Si j'ai fait ce long détour un peu évident pour certains d'entre vous sur la genèse de l'intérêt et ses implications sur la représentation des rapports entre les différentes catégories d'agents économiques, c'est parce qu'il permet de mieux saisir une idée qui, dans ce manuscrit, semble paradoxale au regard de la plupart des analyses critiques sur la financiarisation. Et cette idée, c'est que il ne peut pas y avoir une hausse durable du taux d'intérêt. Et dans le taux d'intérêt, j'inclus aussi bien les dividendes que les intérêts au sens strict, et plus généralement tous les profits financiers. Il ne peut pas y avoir de hausse durable des profits financiers par rapport au taux de profit industriel. Autrement dit, pour Marx, la finance ne peut durablement dicter ses conditions et s'approprier une part substantielle de la plus-value sans affaiblir et menacer le processus d'accumulation du capital dans son ensemble. Il est vrai que la montée de la finance, le régime d'accumulation financiarisée, se développe au détriment de la production, et c'est bien ce qu'épinglent les approches marxistes de la financiarisation. Ces analyses soulignent également, et à juste titre, que les énormes profits financiers ne peuvent s'expliquer que par le transfert de profits de la sphère productive à la sphère financière. Mais ce que beaucoup n'expliquent pas, c'est comment, si les profits financiers proviennent en dernière instance des profits industriels, comment le capital financier peut aussi durablement dominer le capital industriel, dicter aux managers leur mode de gouvernance, réclamer des dividendes si élevés.
eh bien, seule la possibilité, la faiblesse des possibilités d'investissement peut expliquer un renversement du rapport de force si profond entre représentants des deux fonctions du capital. Le coup d'État des actionnaires n'a pu avoir lieu qu'en raison d'une vacance du pouvoir des industriels. Et seules ces limites à l'accumulation du capital expliquent la profondeur, la gravité et la longueur de la crise actuelle. Car si, comme certaines analyses marxistes le soutiennent, le taux de profit avait suivi une tendance à la hausse depuis les années 80, malgré un faible taux d'accumulation, malgré un faible taux d'investissement, comment expliquer la longueur et la profondeur de cette crise, alors même que les taux d'intérêt restent extrêmement faibles, que les marchés boursiers sont repartis depuis longtemps à la hausse et que se développent depuis quelque temps déjà de nouveaux produits financiers. Et si cette reprise sur les marchés boursiers intervient tandis que la croissance reste faible, c'est justement que le taux de profit du capital productif, ou en tout cas la masse de plus-value qu'il produit, demeure insuffisant pour donner lieu à des investissements supplémentaires. Et c'est ce qui nous conduit à la théorie des crises et à la seconde idée forte développée par Marx dans ce manuscrit. Concernant les causes et les implications des crises, Marx va dans ce texte à l'essentiel. Et c'est justement cet essentiel que l'analyse marxiste des crises tente à négliger ou même à ignorer. Si on fait un rapide bilan de l'évolution de la théorie marxiste des crises, on peut identifier trois grandes périodes d'intense production théorique sur l'origine, la nature et les effets des crises du capitalisme. La première grande période est celle qui démarre avec la Deuxième Internationale et s'achève, je dirais, avec Grossman en 1929. La seconde prend naissance avec Sweezy en 1942 et court jusqu'au début des années 70 environ. Enfin, la troisième grande période est celle qui a suivi la crise de 2008. Chacune de ces périodes est marquée, un peu comme en musique, par une dominante. Une dominante qui concerne, sinon la cause de la crise, la cause principale de la crise, du moins sa caractéristique principale. Dans la première période, c'est clairement, si on regarde de près les débats, c'est clairement l'anarchie du marché qui apparaît comme le ressort, le levier des crises du capitalisme. Dans la deuxième période, c'est la stagnation. Et dans la troisième, c'est évidemment la spéculation financière. Mais par-delà cette diversité, une même polémique se répète dans chacune de ces trois périodes. Chacune d'entre elles, en effet, voit s'affronter deux grandes approches. La première, c'est celle qui situe la crise dans la sphère de la circulation. Ce sont toutes les théories sous-consommationnistes ou disproportionnistes de la crise. Et puis, en face d'elle, l'approche qui situe l'origine de la crise dans la sphère de la production, c'est-à-dire dans la hausse de la composition organique du capital et plus généralement dans la suraccumulation de capital. Ou encore, pour définir ces deux tendances, ces deux approches plus précisément, de manière plus précise, il y a celle qui situe la crise dans les difficultés de réalisation des marchandises et celle qui situe la crise dans la composition des éléments productifs du capital. Pour citer des noms, dans la première période, on voit s'affronter d'un côté Kautsky, Hilferding et même Rosa Luxembourg, et d'un autre côté Grossman, qui vient mettre un terme à cette tendance, en tout cas qui croit y mettre un terme. Dans la deuxième période, vous avez Baran et Sweezy d'un côté, Matic et Rozdolski de l'autre. Et puis dans la troisième période, la période actuelle, vous avez Bellamy Foster, Macduff, Brenner d'un côté, et puis d'un autre côté, vous avez Kliman, Roberts, Harman. Si vous voulez des précisions, on pourra y revenir tout à l'heure. Autrement dit, à chaque fois, vous avez des marxistes qui brandissent la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, qui est une loi de longue période, pour opposer aux sous-consommationnistes et aux disproportionnistes
non seulement le caractère structurel et inévitable des crises, mais l'aggravation de ces crises qui annoncent avec plus ou moins de conviction l'effondrement prochain du système. Alors, qu'est-ce que les théoriciens de la baisse du taux de profit opposent précisément au courant considéré comme réformiste? Parce que c'est comme ça, au fond, que sont qualifiées les approches sous-consommationnistes. Précisément le caractère irréformable à long terme du mode de production capitaliste. Sa nature fondamentalement transitoire, en raison du fait que chaque nouvelle crise aggrave ses conséquences sur la production, sur l'emploi et finalement sur l'ensemble de l'organisation sociale de la production et des échanges. Et la cause fondamentale de ces crises est toujours la même, à savoir que le capital constant représenté dans les moyens objectifs de production ne cesse d'augmenter relativement au capital variable représenté dans le travail vivant incorporé à ces moyens de production. Et suivant cette approche, et c'est là que réside précisément l'économisme des économistes marxistes, suivant cette approche, l'importance croissante des moyens de production est perçue comme un frein à l'accumulation du capital et donc au développement de ce mode de production. Et c'est parce qu'elle est perçue comme un frein, comme une limite à la poursuite et au développement de la production capitaliste, qu'elle appelle au dépassement de ce mode de production et à la création des conditions du socialisme. Autrement dit, c'est contre l'anarchie, les destructions qu'il entraîne et l'irrationalité du capitalisme qu'il s'agirait de passer au socialisme et au communisme. D'une manière générale, ce qui se dégage de l'analyse marxiste des crises de suraccumulation, donc l'approche suraccumulationniste, pourrait-on dire, c'est le caractère autodestructeur du capitalisme, qui est inhérent au développement de ses propres tendances. Et lorsqu'on se penche sur les débats marxistes autour de la crise actuelle, ce qui frappe, c'est que jamais auparavant le travail statistique sur les données n'avait donné lieu à des mesures aussi précises sur la composition organique du capital, sur l'évolution du taux de profit, sur la répartition des profits bruts en profits financiers et en profits industriels. Et pourtant, en dépit de leur sérieux et de leur éloquence, ces analyses laissent l'impression de passer à côté de ce qui fait l'importance et la singularité de cette crise. Tout s'est passé comme si le marxisme économique s'était un peu perdu dans son analyse chiffrée de la crise actuelle. Il s'est perdu non pas parce que ses recherches sont inintéressantes, au contraire, elles sont précieuses, et notamment pour faire apparaître les contradictions sous-jacentes à la spéculation financière. Mais qu'est-ce qui fait que ces analyses sont restées sans effet sur le plan politique ? Qu'est-ce qui fait qu'elles semblent manquer quelque chose d'essentiel dans l'explication et la compréhension de la crise actuelle ? C'est quelque chose d'autre, je crois, que le sentiment d'impuissance ou l'apathie des masses. Revenons à l'histoire des théories marxistes des crises. Le changement de dominante que j'évoquais fait apparaître un mouvement plus profond sous la succession des crises et des périodes de production théorique autour de ces crises. Qu'est-ce que ça signifie en effet pour la théorie des crises d'être passé de la surproduction à la stagnation et de la stagnation à la spéculation financière, en particulier la spéculation financière par les entreprises elles-mêmes? Ça montre précisément, je crois, le degré auquel les moyens de production se trouvent en excès par rapport aux besoins et aux capacités de valorisation du capital productif. Le passage d'une dominante dans l'histoire des théories des crises, d'une dominante à l'autre, signale justement le caractère toujours plus socialisé des moyens matériels et immatériels de production et l'autonomie non moins croissante de ces moyens dans le processus social de production et d'échange. La crise de 2008 et son ampleur, mais aussi les révoltes sociales qui se sont multipliées à sa suite, les expérimentations collectives, alternatives à l'économie de marché, ou encore l'intense réflexion théorique autour de la société post-capitaliste, mais aussi le retour des utopies dans les arts et les sciences sociales, ont montré que la limite profonde du capitalisme n'est pas le caractère anarchique de sa production, caractère qui s'affaiblit d'ailleurs considérablement au stade du capitalisme monopoliste, ni sa tendance à la surproduction,
ou à la suraccumulation, même si cet aspect est essentiel pour comprendre la crise des subprimes, ni la stagnation, car à l'échelle mondiale, la croissance est restée étonnamment élevée au lendemain de la crise. Mais c'est sa tendance à soumettre à toute force les énormes potentialités contenues dans les moyens technologiques, cognitifs et organisationnels existants aux contraintes de valorisation. Si la crise de 2008 s'est révélée en effet une crise bien plus générale qu'une crise financière ou économique, c'est qu'elle frappe un mode de production dont l'objet et les conditions pénètrent désormais la quasi-totalité de la vie sociale et surtout la quasi-totalité de la planète. C'est pourquoi à cette crise économique s'ajoute une crise sociale, une crise écologique, voire même une crise de civilisation. Je disais que sur les crises, Marx allait à l'essentiel dans ce texte. Ça veut dire qu'il insiste sur deux aspects, quelle que soit la forme des crises. Tout d'abord, les crises donnent toujours lieu à une même conséquence qui avait également frappé Keynes durant la Grande Dépression, à savoir l'existence d'un côté de moyens de production sociaux oisifs et de l'autre côté d'une main-d'œuvre inemployée. Or, plus le capital s'élargit à l'échelle mondiale, et plus ce phénomène s'aggrave à chaque nouvelle crise. C'est pourquoi, et c'est le second aspect, quel que soit le régime d'accumulation dans lequel elle intervient, chaque crise fait apparaître une contradiction plus fondamentale, et là je cite le manuscrit. La contradiction entre le pouvoir social général vers quoi le capital se modèle et le pouvoir privé des capitalistes individuels sur ces conditions de production sociale se développe de façon toujours plus criante et inclut la dissolution de ce rapport, en ceci qu'elle inclut en même temps l'élaboration des conditions de production matérielle vers des conditions de production sociale générale, donc communes. Ce qui, en raison même de l'approche économique des crises, est perdu de vue, et là-dessus, même l'opéraïsme le néglige presque entièrement, puisque, alors qu'il a remis le travail et la coopération au centre de la lutte des classes, cet aspect est très peu développé, c'est le fait que ces moyens de production que j'évoque là possèdent, dans leur importance croissante précisément, une positivité propre, qu'ils offrent dans leur existence concrète une base matérielle pour un mode de production supérieur. Il ne faut jamais oublier que la marchandise en général, et en particulier les moyens de production achetés comme marchandise, comme capital, possèdent une double nature, une double existence de valeur d'échange et de valeur d'usage. Or, dans l'analyse marxiste de la baisse du taux de profit et des crises, c'est toujours comme valeur d'échange que ces moyens de production sont considérés et examinés. C'est toujours comme élément du capital à valoriser par le travail vivant et non comme base matérielle de la coopération et de la socialisation de la production. Or, je crois que la spécificité de l'analyse marxienne des crises, et là j'insiste sur le mot marxien, c'est justement qu'elle s'appuie constamment sur ces deux dimensions pour montrer les limites historiques du mode de production capitaliste. Autrement dit, pour montrer à la fois l'impossibilité du capitalisme de se développer sur la base de ses propres lois et tendances, et la possibilité réelle du socialisme de s'appuyer sur une base matérielle existante pour se substituer durablement au capitalisme. Lorsqu'elle néglige cette double dimension, l'analyse marxiste ne peut ajouter à son catastrophisme au mieux qu'un vague espoir que les conséquences politiques de la crise pousseront les masses à se révolter contre l'ordre social existant. Mais ce qu'il s'agit de faire apparaître, c'est qu'à l'intérieur de cet ordre social, les masses interagissent déjà avec les conditions concrètes de son dépassement. Je vous remercie.